Voici la traduction du scénario en français, adapté pour une voix off, en conservant le sens original tout en assurant une fluidité et une sonorité naturelle pour un public francophone. Le secret qui rongeait la ville attendait dans la dernière cellule du shérif Blackwood. Il avait pris la forme d'une fille qui ressemblait plus à un fantôme qu'à une tueuse. Tout ce que le shérif Jedediah Blackwood voulait, c'était la voir pendue au matin et se laver les mains de toute cette maudite affaire. La loi, c'était la loi. Mais quand il a levé sa lanterne pour un dernier regard, il l'a vue. Pas le défi d'une meurtrière, mais la marque au fer rouge de l'honorable juge Thorne, brûlée dans la chair tendre juste au-dessus de sa hanche. La loi était claire. Elle avait pris une vie et devait être pendue pour ça. Mais cette marque racontait une histoire qu'aucun tribunal du territoire n'entendrait jamais. Une histoire de propriété et de sévices qui criait pour une autre forme de justice. La ville exigeait un corps sur la potence. Mais en regardant cette marque, Jedediah sut qu'il ne s'agissait plus de la loi. Il s'agissait de réparer une injustice. Et la vraie justice, réalisa-t-il alors que sa main se posait sur la boucle de sa ceinture, ne viendrait pas du bout d'une corde. Le soleil ensanglantait les rues arides de Rédemption, peignant la poussière de teintes violettes et ocre. Pour le shérif Jedediah Blackwood, ce n'était qu'un jour de plus s'étirant vers le lendemain, chaque journée étant un rituel méticuleux et solitaire de portes à verrouiller et de registres à vérifier. Son bureau était une forteresse d'ordre dans un monde qui penchait toujours vers le chaos. Le poêle ventru était froid, le café amer, et le silence était un compagnon constant, aussi lourd et épais qu'une couverture d'hiver. Il se déplaçait avec la compétence tranquille d'un homme qui avait fait la paix avec la solitude, sa routine lui servant de bouclier contre les souvenirs qui hantaient les heures calmes. La ville elle-même semblait retenir son souffle. L'été avait été long et sec, une sécheresse de l'esprit autant que de la terre. Le commerce s'était réduit à un filet d'eau, le flux de marchandises et de bonne volonté étouffé par l'emprise toujours plus forte du juge Thaddeus Thorne. Les gens marchaient la tête basse, leurs conversations brèves et méfiantes, comme si l'air même appartenait au juge. Avant sa dernière patrouille, Jedediah s'arrêta, sa main hésitant sur le tiroir inférieur de son lourd bureau en chêne. Il le déverrouilla, le déclic du mécanisme résonnant anormalement fort dans le silence. À l'intérieur, niché sur un lit de velours usé, se trouvait un petit médaillon en argent. Il ne l'ouvrit pas, il ne le faisait jamais. La simple vue de sa surface ternie suffisait à ramener dans la pièce le fantôme glacial de l'échec. C'était un rappel parfait, de la taille d'une paume, d'un passé où sa foi rigide dans les règles lui avait tout coûté. Il referma le tiroir à clé, le son final et métallique venant clore une autre journée passée au service de la loi qui n'avait pas réussi à protéger les siens. La découverte de la marque changea la nature même de l'air dans la cellule. Ce n'était plus une simple geôle pour une tueuse condamnée, c'était une cage renfermant un terrible secret. La marque, la signature de propriété du juge, était une déclaration de guerre contre tout ce que Jedediah croyait que la loi devait être. Son esprit, d'habitude un lieu calme et ordonné, était un maelstrom de choc et de fureur naissante. Le choix était tranchant, comme une lame de rasoir. Respecter son serment et laisser cette horrible injustice se poursuivre, ou trahir son insigne pour honorer une loi plus profonde, plus vraie. Il fit son choix. Retournant à son bureau, ses bottes résonnant d'une nouvelle détermination, il prit une feuille de papier à en-tête officielle. Sa main était ferme lorsqu'il trempa la plume dans l'encrier. Il écrivit avec le langage froid et précis de la loi qu'il s'apprêtait à renverser, citant un statut territorial oublié concernant la notification en bonne et due forme des plus proches parents, un détail technique mineur, presque risible. Il décréta un sursis à l'exécution de 24 heures. Il retourna dans la nuit et cloua l'ordre manuscrit sur la porte de son propre bureau, les coups de marteau résonnant comme des coups de feu sur la place silencieuse de la ville. C'était un bouclier fragile, une arme faite de papier et d'encre, mais c'était le premier coup de feu tiré. La nouvelle du sursis se propagea dans Rédemption comme un feu de prairie. C'était une petite chose, un délai, mais c'était la première fois en une décennie que l'on voyait un acte officiel qui ne semblait pas provenir de la plume même du juge. Le matin, un courant d'énergie nerveuse crépitait à travers la ville. Au magasin général, les conversations commençaient, puis s'éteignaient dès qu'un des hommes du juge entrait. Mais les graines de la défiance étaient semées. À la forge, Elias Vance, un homme aussi solide et inflexible que le fer qu'il travaillait, interrompit son martelage. Il regarda de l'autre côté de la place le morceau de papier sur la porte du shérif, son expression pensive, une lueur de ce qui aurait pu être de l'espoir dans ses yeux fatigués. La ville, pour la première fois depuis longtemps, observait.
Les gens étaient terrifiés, mais ils observaient. Le soleil de midi plombait sur le bureau du shérif, mais le froid à l'intérieur n'avait rien à voir avec la température. Le juge Thaddeus Thorne arriva non pas avec des adjoints, mais avec le poids étouffant de sa propre réputation. Il se déplaçait avec la grâce tranquille d'un homme qui possédait le sol même sur lequel il marchait, son manteau de laine fine contrastant vivement avec le monde poussiéreux et fonctionnel de Rédemption. Il emplit le petit bureau de Jedediah, sa présence rapetissant la pièce, sa voix un baume suave et cultivé qui semblait plus dangereux qu'un pistolet dégainé. Il parla de devoir et de nécessité déplaisante, ces mots dégoulinant d'une sollicitude paternelle qui était une menace à peine voilée. La force d'un shérif, Jedediah, dit le juge, posant une main lourde et manucurée sur son épaule, réside dans sa capacité à voir la situation dans son ensemble, à comprendre que la santé de la communauté exige parfois de difficiles sacrifices. Jedediah pouvait sentir la pression de cette main, une manifestation physique de l'influence du juge, et il lutta contre l'envie de s'en défaire. Thorne demanda alors une visite pastorale à Elara pour lui offrir une paix finale. C'était une demande raisonnable, une bonté chrétienne. Refuser serait dévoiler son jeu. Jedediah, s'accrochant encore à l'espoir de pouvoir régler cela dans les limites du système, accepta à contre-cœur. Il regarda le juge se diriger vers les cellules, un berger allant vers son troupeau. 1 heure plus tard, Jedediah revint avec une assiette en fer blanc pour la prisonnière. Il trouva Elara recroquevillée dans le coin de sa cellule, non seulement battue, mais anéantie. Une ecchymose fraîche et sombre s'épanouissait sur sa pommette, une vilaine fleur de violence violette. Le message était brutal et clair. Le système ne la protégerait pas. La loi n'était pas son bouclier, c'était la cage du juge. La visite du juge était un avertissement privé. Son action suivante fut un spectacle public de son pouvoir. Il entra dans le magasin général, le centre de l'énergie nerveuse de la ville, et d'un geste magnanime, il annula les dettes de 3 familles importantes qui luttaient sous son joug. C'était un coup de maître en matière de relations publiques, renforçant son image de dirigeant ferme mais bienveillant. Les bénéficiaires de sa charité étaient effusifs de gratitude, leur soulagement palpable. Le reste de la ville vit la performance pour ce qu'elle était, une démonstration de son pouvoir de donner et de reprendre. L'après-midi même, Elias Vance, le forgeron qui avait observé le bureau du shérif avec une lueur d'espoir, se retrouva paria. Quand il se rendit à la banque pour sa ligne de crédit hebdomadaire afin d'acheter du charbon, le directeur, un homme qu'il connaissait depuis 20 ans, refusa même de le regarder dans les yeux. Le crédit fut révoqué. Aucune raison donnée. Aucune n'était nécessaire. La ville comprit clairement l'avertissement. Elle vit la récompense pour la loyauté et la punition rapide et silencieuse pour le moindre soupçon de défi. Le voile de peur qui s'était momentanément levé retomba sur Rédemption, plus lourd et plus froid qu'auparavant. Jedediah se tenait dans la pénombre de la prison, l'odeur de poussière et de désespoir épaisse dans l'air. Il fixait Elara, l'ecchymose hideuse qui marquait la toile pâle de sa joue. C'était plus qu'une blessure. C'était un symbole, une manifestation physique et crue de son propre échec. Il avait suivi les règles, il avait fait confiance au processus, et voilà le résultat. La loi ne l'avait pas protégé, elle l'avait maintenu immobile pendant que le monstre frappait. À cet instant, les murs soigneusement construits de son monde s'effondrèrent. Sa foi dans le système, sa croyance en la sainteté de la procédure, tout n'était qu'un mensonge, une fiction réconfortante qu'il s'était racontée pour donner un sens à un monde qui lui avait pris sa femme et s'apprêtait maintenant à prendre cette fille. Il faisait face à son moi aveugle, l'idéaliste naïf qui croyait que la loi était une entité distincte des hommes corrompus qui la maniaient. La loi n'était pas un bouclier, c'était l'arme du juge. Et à cet instant, son objectif changea fondamentalement. Il ne s'agissait plus de trouver la vérité au sein du système, il s'agissait de devenir la justice en dehors de celui-ci. Il regarda Elara, puis le lourd trousseau de clés en fer de la prison accroché au mur, le symbole ultime de son autorité légale. Il le décrocha, le métal froid et lourd dans sa main. Elle lui semblait différente maintenant. Ce n'étaient plus les clés d'une cage, c'étaient les clés d'un règlement de compte. Comme en réponse à sa décision silencieuse, on frappa doucement à la porte du bureau. C'était le Doc Miller, le médecin de la ville, un homme de peu de mots et d'une profonde intégrité. Il portait sa sacoche en cuir usé, ses yeux rencontrant ceux de Jedediah avec un regard de compréhension silencieuse. Il ne demanda pas la permission, il se dirigea simplement vers la cellule. Jedediah regarda le docteur nettoyer doucement la coupure sur la lèvre d'Elara, ses mouvements calmes et professionnels.
Il ne dit rien du juge, rien de la peur de la ville. Il ne parla qu'à Elara, sa voix un murmure bas et apaisant sur les propriétés curatives du baume qu'il appliquait. Sa présence était un acte de défi silencieux, un signe clair d'une allégeance changeante dans une ville où de telles choses pouvaient tout coûter à un homme. Quand il eut fini, il rangea sa sacoche, mais au moment de partir, il posa discrètement un petit paquet enveloppé de toile sur le bureau de Jedediah. Il croisa une dernière fois le regard du shérif, une lueur de solidarité dans ses yeux fatigués, puis il disparut. Jedediah ouvrit le paquet. À l'intérieur se trouvait une petite bouteille de laudanum, des bandages propres et un scalpel aiguisé et stérile. C'était une offre d'aide silencieuse pour le voyage à venir, un témoignage que même dans une ville étouffée par la peur, la décence n'avait pas été entièrement éteinte. L'évasion fut un désastre. Jedediah l'avait planifié avec la précision méticuleuse d'un homme de loi, traçant un itinéraire à travers les ruelles et les ravins qu'il connaissait mieux que personne. Mais le juge, un stratège d'un autre genre, l'avait anticipé. Ce n'étaient pas les routes principales qui étaient surveillées, c'étaient les sentiers cachés, les voies d'évasion que seul un local connaîtrait. Ils furent acculés en moins d'une heure, une troupe d'adjoints du juge se refermant sur eux, leurs lanternes se balançant dans l'obscurité comme des lucioles malveillantes. Ils furent forcés de quitter le sentier et de s'enfoncer dans l'étendue sauvage et impitoyable des Badlands, un labyrinthe de roches et d'ombres où les hommes du juge ne suivraient pas, mais où la survie était une question d'heures, pas de jours. Et Lara, affaibli par son épreuve, trébucha. Jedediah, le cœur battant d'une panique froide et grandissante, savait qu'il n'avait qu'un seul espoir, un seul pari désespéré. Il devait trouver Silas. Le nom avait un goût de cendre dans sa bouche. Silas était un prospecteur à moitié fou, un reclus qui vivait dans les rochers comme un coyote, un homme que Jedediah lui-même avait arrêté des années auparavant pour appropriation illégale de concessions minières. L'arrestation s'était faite dans les règles, mais elle avait tout coûté à Silas. Maintenant, le shérif, le pilier de la loi, allait devoir se présenter à l'homme qu'il avait condamné et implorer son aide, une humiliation plus profonde que n'importe quelle balle. La réponse du juge fut rapide et brutale. Au matin, tout le comté savait que le shérif Blackwood était un fugitif, un hors-la-loi qui avait rompu son serment sacré et s'était enfui avec une meurtrière condamnée. Une énorme prime fut mise sur sa tête, les avis de recherche plaçardés sur toutes les surfaces disponibles en ville. L'affiche de recherche en lambeaux, avec le visage de Jedediah, sombre et déterminé, fut clouée sur le panneau d'affichage de la ville, juste au-dessus d'une affiche disparue, délavée, vieille d'1 an, pour une autre jeune femme qui s'était volatilisée sans laisser de traces. Le parallèle visuel était une menace glaçante et tacite. La ville, qui avait osé espérer un bref instant, capitula alors complètement. Voyant leur héros échouer, voyant la colère totale et sans retenue du juge se déchaîner, les habitants se retirèrent dans une prison de peur. Le forgeron, Elias Vance, fut arrêté sous de fausses accusations d'aide à un fugitif, sa forge se taisant pour la première fois en 30 ans. Les volets de chaque maison furent fermés, les rues désertes. Redemption n'était plus une ville, c'était une cage, et tout le monde savait qui tenait la clé. La cabane de Silas était moins une maison qu'une cicatrice sur le paysage, un appentis effondré de bois de récupération et de tôles rouillées accrochées au flanc d'un affleurement rocheux. Le prix du vieil ermite pour leur offrir un sanctuaire fut l'orgueil de Jedediah. Il força le shérif à prononcer les mots, à admettre que la loi qu'il avait défendue était une chose imparfaite et fragile. C'est seulement alors, après que l'aveu fut arraché à vif de la gorge de Jedediah, que Silas leur offrit de l'eau et un abri contre le soleil accablant. Il ne les conduisit pas vers une grotte cachée ou un sentier secret, mais de retour vers le monde civilisé, vers un endroit que Jedediah n'aurait jamais trouvé seul. Une cabane de cantonniers abandonnée, à moitié engloutie par la prairie, que le juge utilisait comme sa prison personnelle. L'air à l'intérieur était lourd des fantômes des cruautés passées. C'est là, dans ce lieu oublié, que Silas souleva une lame de plancher descellée, révélant un petit compartiment caché. Et à l'intérieur se trouvait la dernière pièce du puzzle. Ce n'était ni de l'or, ni une arme. C'était un livre finement relié en cuir. Et Lara, qui avait été une présence silencieuse et hantée tout au long de leur fuite, parla enfin. Dans la sécurité relative de la cabane, le barrage de son traumatisme céda finalement. Elle révéla sa véritable histoire, le récit complet et horrible de sa captivité, des autres filles qui l'avaient précédée, et de l'acte violent de légitime défense que le juge avait transformé en un meurtre de sang-froid. De retour à Redemption, la nouvelle de l'arrestation du forgeron avait étouffé les dernières braises d'espoir.
Mais le doc Miller, apprenant le sort d'Elias, décida que le silence n'était plus une vertu. Il se déplaça discrètement à travers la ville, non pas avec un fusil, mais avec une résolution calme et ferme. Il rendit visite au propriétaire de l'écurie, au prêtre et à une poignée d'autres habitants qui avaient encore un peu de courage. Ce n'étaient pas des combattants, mais c'étaient des hommes honnêtes. Il ne leur demanda pas de prendre les armes, il leur demanda quelque chose de bien plus subtil, une diversion. Un plan fut conçu, un simple acte de chaos destiné à attirer les hommes de main du juge loin de la place de la ville au moment crucial, un petit acte de courage collectif pour montrer que l'esprit de la communauté n'était pas entièrement brisé. Le pivot de leur conspiration était le registre secret du juge. Jedediah ouvrit le livre, son cuir fin contrastant de manière grotesque avec les horreurs qui y étaient détaillées. C'était un registre froid et méticuleux de ses crimes, une liste de noms de femmes, de dates d'acquisition et de prix payés ou de dettes effacées. C'était une arme de vérité pure et indéniable, et avec elle, Jedediah avait enfin un plan, non seulement pour survivre, mais pour purifier la ville de sa maladie. Ils entrèrent dans Redemption, alors que le soleil montait dans le ciel de l'Est, le matin de l'exécution reprogrammée. Ils ne se faufilèrent pas par les ruelles, ils chevauchèrent droit dans la rue principale, deux figures solitaires face à une ville qui retenait son souffle. À l'entrée de la place, le plan du docteur se mit en marche. Une bagarre orchestrée éclata devant le saloon, une masse chaotique et tourbillonnante de membres s'agitant et de jurons criés qui attira la moitié des adjoints du juge loin de la potence. C'était l'ouverture dont ils avaient besoin. Jedediah ne se dirigea pas vers le bureau du shérif, mais directement vers l'échafaud. Il ne portait pas de corde. Dans sa main, il tenait le registre. Le juge Thorne, voyant son autorité si effrontément défiée, hurla à ses hommes de les saisir. Mais Jedediah parlait déjà, sa voix claire et assurée, perçant le silence stupéfait de la foule. Il lut les noms du livre, chaque nom un fantôme à qui l'on rendait sa voix, l'histoire d'une fille disparue, d'une sœur perdue, d'une épouse oubliée. La caution morale de la ville, leur croyance partagée en la bienveillance du juge, vola en éclats. La foule, armée de la vérité, hésita, n'étant plus une populace, mais un jury. Dans la fusillade qui s'ensuivit, Jedediah n'était plus un homme de loi. Il était la loi, un protecteur essentiel protégeant les innocents. Mais la victoire morale finale revint à Elara. Elle s'avança vers le juge vaincu, qui se recroquevillait devant elle. Elle ne portait aucune arme, elle n'en avait pas besoin. Simplement, délibérément, elle écarta le tissu de sa robe, révélant la marque sur sa hanche. Un hoquet d'horreur collectif parcourut la foule. C'était sa véritable sentence, prononcée non par un tribunal, mais par le témoignage silencieux et indéniable de sa victime. À cet instant, Jedediah sentit le poids d'une vie de culpabilité se lever de ses épaules. Il comprit enfin. La justice n'était pas un code ou un ensemble de règles, c'était un choix. La résolution ne fut pas une célébration, mais une reconstruction calme et déterminée. La structure de pouvoir du juge, bâtie sur la peur et les mensonges, tomba en poussière. Le forgeron fut libéré, son marteau résonnant à nouveau avec détermination. Le conseil municipal, longtemps simple chambre d'enregistrement de la volonté du juge, fut dissous et un nouveau fut élu avec le doc Miller à sa tête. La ville commença à guérir. L'image finale et marquante ne fut pas un baiser, mais une promesse. Des mois plus tard, la longue sécheresse avait pris fin. Le paysage, autrefois desséché et stérile, montrait les premiers signes timides de vie nouvelle. Le puits de la ville, que le juge avait contrôlé et dont il avait restreint l'accès, était de nouveau plein, son eau propre et abondante. Jedediah et Elara, non plus shérif et prisonnière, mais partenaires, se tenaient près du puits. Ils aidèrent un petit enfant à tirer un lourd seau d'eau, le liquide frais et clair éclaboussant par-dessus le bord, un symbole puissant et vivifiant du nouveau départ de la ville et du leur. Ils n'avaient pas seulement trouvé la justice, ils avaient bâti un héritage.